Alors, quelques mots d'abord pour vous saluer toutes et tous et de vous remercier d'être venus assister à ce webinaire, donc qui est le 11e organisé par l'Association française Sciences Politiques. C'est une initiative qui avait été prise au moment évidemment du confinement, mais que nous avons décidé de poursuivre notamment en raison du succès d'estime, mais aussi d'audience de ces webinaires. Ces webinaires peuvent être donc évidemment consultés en direct, mais sachez aussi qu'ils vont être enregistrés. Celui-ci, évidemment, sera enregistré, pourra être ensuite regardé via le site de l'Association française des sciences politiques. Le principe du webinaire, je le rappelle, est très simple. Il s'agit autour d'un sujet d'actualité, en tout cas d'actualité politique, sociale ou scientifique, de réunir un nombre raisonnable d'intervenants. S'il avait fallu convier à ce webinaire tous les chercheuses et chercheuses qui avaient écrit, réfléchi, pensé sur le mouvement des Gilets jaunes, malheureusement, 1 heure et demie et un créneau comme celui-là n'aurait pas suffi. Donc, en l'occurrence, on aura 3 chercheurs et chercheuses spécialistes qui ont travaillé sur les Gilets jaunes qui interviendront. Dans l'ordre de leur intervention, Magali Della Souda, qui est directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po Bordeaux, au laboratoire de Durkheim, que je remercie chaleureusement d'être là aujourd'hui, et qui a donc été une de celles et un des piliers qui a structuré à chaud les enquêtes de terrain, à la fois par observation et par questionnaire sur le mouvement des Gilets jaunes au moment de son émergence, donc il y a quasiment pile, à quelques jours près, 3 ans, en novembre 2018, sur différents ronds-points de France, non pas de Navarre. À ce titre, donc, elle est bien disposée pour nous faire un peu un point sur l'état des connaissances sur le mouvement des Gilets jaunes du point de vue de la science politique et des sciences sociales, mais aussi, il est important de le dire, elle continue à suivre ce qui se passe, hein, et on verra avec elle et puis nos autres invités qu'est-ce qu'il est advenu ou qu'est-ce qu'il advient encore aujourd'hui de ce mouvement. Ensuite, après Magali Della Souda, on écoutera Raphaël Chalier. Raphaël Chalier est docteur en sociologie de l'Université Paris 8. Il est actuellement en postdoctorat. Il a travaillé sur le rapport des mondes et des classes populaires à l'engagement politique, et à l'occasion de ses travaux de terrain, il a été amené à observer lui aussi les Gilets jaunes dans l'Est de la France, et continue à essayer de suivre une partie de ces enquêtés. Pour l'instant, il ne figure pas à l'image puisqu'il a un problème de bande passante, mais rassurez-vous, il est là, il nous écoute et il interviendra. Le voici qui réapparaît. Et puis enfin, Olivier Filleul, qui est professeur de sociologie politique à l'Université de Lausanne, fondateur d'un laboratoire mondialement connu sous le nom de Crapule, et qui, lui aussi, avec plusieurs de ses doctorants, a suivi dans le sud-est de la France les mobilisations des Gilets jaunes, et continue encore aujourd'hui, bien sûr, de regarder ce qui s'y passe. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je rappellerai simplement, puisque j'évoquais tout à l'heure le foisonnement des recherches menées par des sociologues, par des politistes, par des géographes, par des anthropologues sur ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui montre aussi au passage à la fois la réactivité finalement du monde de la recherche. Et nous y avions consacré d'ailleurs une discussion et un débat intéressant lors des rencontres de l'Association française des sciences politiques dans le cadre du groupe Engagement en juillet dernier, justement comment on réussit quand même à faire de la recherche sur un événement à chaud avec les moyens du bord. Donc ça montre, on pourrait dire, la réactivité, puis aussi évidemment l'étonnement, l'intérêt, la fascination, voire plus que la répulsion dans le monde académique, en tout cas, que ce mouvement a suscité.
Et c'est pour ça que nous avons souhaité, dans le cadre de l'association française de politique, y revenir, parce que évidemment c'est un mouvement dont à la fois la spontanéité, le caractère inattendu, mais aussi évidemment l'originalité ont été maintes fois soulignés, mais c'est aussi un mouvement qui interroge évidemment quant à sa pérennité. La différence qui a été évidemment notée par tout le monde, c'est que il y a eu clairement un refus par les groupes, les individus mobilisés de se doter d'organisations permanentes, structurées, associations, organisations avec des statuts, avec une direction, avec des représentants, ce qui constituait à la fois l'originalité mais aussi la fragilité de ce mouvement. Il a été aussi indiqué que ce mouvement avait donné l'occasion à l'activation et à la consolidation de tout un certain nombre de liens de sociabilité, dont on peut faire l'hypothèse, évidemment, et ce sera sans doute un des points sur lesquels reviendront nos intervenants, sur le fait que ça n'a pas pu disparaître comme ça, comme par enchantement. Donc on a un décalage incontestable entre finalement la visibilité incroyable que le mouvement des Gilets jaunes a eu disons dans sa première moitié, ou en tout cas à l'hiver et au printemps 2019 et aussi 2018, pardon, et aussi évidemment une énorme visibilité qui a été donnée par les médias et par le pouvoir politique, qui lui a répondu d'une certaine façon en organisant des états, une espèce d'états généraux pour montrer qu'il était à l'écoute du peuple. Et en même temps, effectivement, l'impression aujourd'hui que ce mouvement finalement n'a pas eu d'impact visible sur le plan politique, mais aussi sur pour dire, la capacité à continuer à occuper l'agenda. Et on reviendra effectivement sur ce paradoxe. Est-ce que c'est un faux paradoxe, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des manifestations, d'ailleurs, il y a des manifestations sous diverses formes, des mouvements des Gilets jaunes en France, et qu'est-ce que signifie finalement la perpétuation, malgré tout, de façon plus diffuse, moins visible, moins spectaculaire de ces mobilisations? Est-ce que tout cela aura un impact durable, finalement, et beaucoup plus durable que l'on ne pense, sur la recomposition politique, sur les identités politiques, sur les identités sociales aussi, sur tous ces aspects qui intéressent à la fois des politistes et des sociologues et tous les chercheurs en sciences sociales. Et donc, c'est autour de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui, selon un format habituel. Chacun de nos trois intervenants et intervenantes auront une quinzaine de minutes pour avancer des éléments de discussion et de réflexion. Et puis ensuite, on passera à une phase de questions-réponses. Je vous demanderai pour cela d'utiliser la fonction Q et R qui se trouve en bas de votre écran Zoom pour poser vos questions à l'écrit. Si vous avez des remarques ou des messages de sympathie qui n'appellent pas de réponse, comme tous ces messages qui ont été indiqués, bien sûr, vous pouvez utiliser le fil de la discussion, mais pour les questions adressées aux intervenants, merci de bien vouloir utiliser la fonction QR. C'est celle que je regarderai en priorité, puisque je me ferai votre écho pour les poser à nos invités. J'espère n'avoir rien oublié, j'espère surtout ne pas avoir été trop long, et tout de suite, je cède la parole à Magali Della Souda, qui est à Bordeaux, je pense. Oui, alors bonsoir tout le monde, merci beaucoup à la FSP, en particulier à Frédéric, et puis à mes collègues Olivier et Raphaël de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc moi, je vais vous présenter notre démarche et notre enquête. J'évoquerai peut-être quelques résultats, mais je ne pourrai pas tout évoquer, bien sûr, d'abord parce qu'on est très nombreux, ensuite parce que l'enquête est en cours, et donc il faut être extrêmement prudente quand on annonce des choses. Et je commencerai par rappeler que le mouvement, il a surpris, il a donné l'impression d'être quelque chose de spontané, d'inattendu, pour beaucoup de commentateurs dans les médias, pour aussi beaucoup de politistes, mais que moi, quand ce mouvement démarre, je suis en train d'achever un mémoire d'habilitation sur les avatars de la Manif pour tous, et c'est par les réseaux sociaux que je l'appréhende à partir du mois d'octobre. Donc c'est une mobilisation de clavier, et c'est une mobilisation de clavier qui est saisie par des réseaux qui sont plus ou moins rentrés en sommeil et qui commencent à se réveiller à la faveur des discussions sur la PMA et d'un nouvel agenda.
et qui vont se saisir donc de ce rendez-vous du 17 novembre en y projetant des choses qui sont congruentes avec leur représentation, leur système de valeurs. Et ce mouvement, il va susciter très vite, avant même qu'il ait lieu le 17 novembre, des querelles d'interprétation, des débats, et il a lieu un week-end où moi je ne suis pas là, et quand je rentre au laboratoire avec ma collègue Camille Bédoc, on a une discussion, on est en désaccord, on se pose énormément de questions, et on se dit que, puisqu'on est politiste, qu'on travaille avec des méthodes très différentes, puisque moi je ne fais pas de questionnaire à l'époque, je travaille sur archives ou sur entretien, observation, mais je ne suis pas du tout quantitativiste, et qu'elle l'est. On va mettre ces savoir-faire à disposition de notre communauté scientifique et de l'intelligibilité de ce mouvement. Et avec elle et Tinette, on va donc faire un appel à notre communauté pour croiser nos données, nos méthodes et répondre à des questions très simples. Pourquoi les gens descendent dans la rue? Pourquoi manifestent-ils ou ces personnes vont-elles sur les ronds-points? Que devrait faire le gouvernement, selon elles, pour satisfaire leurs demandes? Qu'est-ce qu'elles peuvent répondre, ces personnes, à l'argument qui semble un impératif, une injonction de la transition écologique? Et puis, on aura des questions fermées qui permettront de décrire les propriétés sociales, politiques des personnes. Au début, on hésite même à poser la question du vote, puisqu'on est dans un mouvement qui semble refuser toute forme de participation, et ce n'est pas forcément cette question-là qui nous semble refléter le positionnement des personnes, et on fait vraiment le choix de questions très ouvertes, ce qui explique aussi qu'on va mettre beaucoup de temps à coder. Et puis rapidement, on va être une centaine sur la liste de travail, on va être jusqu'à 87 enquêtrices et enquêteurs pour passer les questionnaires in situ. Et on fait ce choix-là, alors que d'autres équipes comme celle de Pacte ou celle de Quantité Critique vont enquêter en ligne via les groupes Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des données qui convergent sur certains points, mais qui vont diverger sur d'autres. Et notamment, nous, on va avoir une sous-déclaration du positionnement politique à la droite de la droite, on va dire, une surreprésentation des personnes qui se déclarent très à gauche, hein. Mais le parti majoritaire, ça restera la prédilection majoritaire, c'est plutôt l'abstention, hein. On est avec des personnes qui affirment vraiment une distance vis-à-vis de la politique. Bref, donc c'est une enquête qui va rencontrer bien des défis. Ce groupe d'enquête par questionnaire, c'est un groupe d'enquête parmi d'autres, hein. Il y aura des observations, comme l'a dit Frédéric, des entretiens approfondis qui vont être faits à chaud. Et c'est intéressant aussi de les comparer avec des entretiens faits plus tard, en ce moment par exemple. Et c'est une enquête donc qui a fait l'objet ensuite d'une transformation, puisqu'on s'est retrouvé au congrès de la FSP en 2019 et qu'on a consolidé tout ça autour d'un projet qui est aujourd'hui financé par l'ANR. Et ce projet, il reprend un petit peu les questionnements qu'on avait, hein, la recomposition du mouvement, la question des catégories populaires, la question de la reformulation de la question sociale aussi, les logiques de politisation, et puis cette question de la réception du mouvement dans l'espace public, médiatique, mais aussi dans les quartiers populaires, puisque il lui a été fait le reproche notamment d'avoir très peu suscité de participation dans ces quartiers-là. Et on a dans notre équipe des géographes, Étienne Walker à Caen, qui s'occupe de la question de l'espace et de la mobilisation, Yann Lelanne sur la question du travail, comment on a eu un déplacement de la question, la conflictualité du lieu de travail vers d'autres lieux, ronds-points, manifestations. La question des valeurs et de ce que ce mouvement va faire à l'offre politique également, qui est abordée par l'équipe de Pacte de Fred Gontier, Emmanuel Rengoët et moi, qui travaillons plutôt sur les questions de politisation. Une question aussi que notre enquête a voulu aborder tout de suite, c'était celle de l'écologie et du rapport à l'écologie et à l'environnement des classes populaires, puisque c'est un mouvement qui est né du rejet d'une taxe sur les carburants et qui, en fait, a été l'occasion de reformuler et d'articuler d'une manière assez intéressante et subtile la question environnementale à la question sociale. Et puis, nos collègues de Toulouse travaillent sur la production médiatique des Gilets jaunes, sur Alors, on a un petit problème, évidemment.
c'est toujours comme ça. Magali, je ne sais pas si je vais lui envoyer un message. Ah, ça y est, tu es Ok, revenu. ça y est, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Ah, puis, on a cette sabotage. question voilà, des quartiers populaires qui est posée et qui est abordée. Donc, je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais c'est aussi pour vous dire comment on travaille, ce qu'on a pu montrer. Frédéric, tu nous demandais si c'était une mobilisation inédite. Elle est inédite à bien des égards et à d'autres, elle ressemble à ces cycles de contestation autour des occupations et des places qu'on connaît depuis les années 2000. Donc, elle n'est pas totalement déconnectée d'autres formes de mouvements sociaux, mais elle conjugue manifestation et occupation de ronds-points. Ça, c'est un point qui est intéressant et qui est inédit. C'est un mouvement qui est inédit puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des personnes issues de groupes sociaux différents, mais avec un ancrage quand même dans les classes populaires, qui étaient peu habitués à se mobiliser conjointement, et on les a vus converger et coexister pendant un certain nombre de semaines et dans certains espaces. Ça, c'était inédit et c'était intéressant. Et puis, tu l'as rappelé, c'est inédit aussi parce que le mouvement a réussi à ne pas se doter jusqu'à aujourd'hui de porte-parole, de représentants, et à refuser certaines formes d'institutionnalisation. Pour certains, c'est ce qui fait sa réussite au sein même du mouvement. Pour d'autres, c'est une partie des causes de son effilochage. Moi, je ne trancherai pas ce soir devant vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un mouvement qui, à rebours de certains types de politisation qui mettent en avant des identités particulières, a une prétention universelle ou universaliste avec la notion de peuple. Et le peuple des Gilets jaunes, il a différentes acceptions. C'est d'abord ce peuple des personnes qui se représentent comme un peuple de travailleurs ou aspirant à vivre de leur travail. C'est une mobilisation qui est inédite parce qu'elle a convoqué et elle a été portée aussi par des personnes en situation de handicap qu'on ne voyait jamais dans les mobilisations habituelles, hormis des mobilisations sectorielles sur le handicap. Et ce sont donc ces personnes qui se vivent comme le peuple des travailleurs ou aspirant à vivre de leur travail. Et puis c'est un mouvement qui a demandé aussi des choses du point de vue de la démocratie et du fonctionnement démocratique, avec cette montée du RIC à partir du mois de décembre. Et ce que mes collègues ont très bien montré, c'est que donc, les Gilets jaunes ne rejettent pas la démocratie. Ils sont plutôt dans une demande, et il y a deux pôles qui s'expriment, de plus de contrôle ou de plus d'écoute des citoyens. Et ça, c'est intéressant. C'est un mouvement aussi où a été portée la question salariale et la question professionnelle, mais en concurrence avec d'autres enjeux. Sur cette question aussi du mouvement inédit, je crois surtout que ce mouvement il était inédit pour les personnes elles-mêmes, puisque dans nos questionnaires, dans les personnes qui nous répondent, il y a des biais qu'on a soulevés, qu'on a adressés dans notre publication dans la RFSP. Hein, je ne dis pas que l'enquête est absolument parfaite, mais elle est significative néanmoins. On avait une partie significative des personnes, notamment avant le 8 décembre, qui déclaraient n'avoir jamais eu aucun engagement auparavant. Et donc, ces primo-engagés, ces personnes primo-engagées, elles vont coexister avec des personnes qui ont un capital militant ou une expérience d'engagement beaucoup plus affirmée. Et c'est ce qui va donner aussi, au fil du temps, une figure et des modes de participation ou d'institutionnalisation sous la forme, par exemple, des assemblées assez particulières. Mais elles ne seront pas pratiquées par tout le monde. Voilà. C'est un mouvement qui, moi, me semble intéressant parce qu'il dure dans le temps, mais ce n'est pas le seul. La Manif pour tous a duré dans le temps. Les sentinelles se sont réunies pendant des années sur les places sans que ce soit médiatisé du tout. Et ici, le mouvement des Gilets jaunes, il a continué ses actes malgré les confinements. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est dans une phase où certains réseaux ont été réactivés. Et donc là, on a ce phénomène de réseaux dormants qui se réactivent à la faveur de mobilisation, avec une adjonction, un essaimage d'autres réseaux qui vont façonner la cause aujourd'hui autour du pass sanitaire, qui n'était pas forcément gilet jaune avant, qui peuvent d'ailleurs, cette coexistence peut occasionner quelques frictions. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui portent le gilet et qui sont encore dans les rues les samedis et qui reprennent pour certains
les ronds-points. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue. Merci. Merci beaucoup Magali d'avoir rappelé quand même l'importance du travail collectif qui a été réalisé et aussi d'indiquer que les résultats ne sont pas tous encore traités et que, j'allais dire, l'enquête continue rétrospectivement. Donc, bon, ça c'est important effectivement de le noter parce que du coup ça offre des perspectives de comparaison intéressantes entre les données collectées à chaud, les données collectées avec du recul, et puis aussi de mesurer effectivement les déplacements à la fois du mouvement lui-même, des individus. Je pense que c'est formidable de pouvoir continuer à faire ce suivi. Je pense que vous êtes d'ailleurs, Raphaël et Olivier aussi, dans cette perspective. Alors peut-être Raphaël peut nous prendre le relais, donc Raphaël Chalier, raconter un petit peu ta vision des Gilets jaunes et puis aussi voir justement le lien que tu fais entre les débuts et puis maintenant, aujourd'hui, à partir de tes points d'observation. Eh bien, merci Frédéric. Et oui, bonjour à tous et tous. Moi, mon enquête est beaucoup plus restreinte que celle considérable qu'évoquait Magali précédemment. De mon côté, il s'agit d'une petite enquête non financée, menée à côté de mes recherches principales, mais qui a eu l'intérêt de vraiment se situer dans un territoire où j'ai observé les politisations ordinaires sur le temps beaucoup plus long que le seul mouvement des Gilets jaunes. En l'occurrence, des territoires ruraux de l'Est de la France, et plus spécifiquement de Lorraine. Autour des Gilets jaunes, j'ai retenu 2 villes principales que j'appelle Grandménil et Germainvillers, des petites villes assez analogues, c'est-à-dire des villes d'à peu près 5000 habitants, éloignées des grands centres urbains, à la composition sociale populaire, notamment ouvrière, avec une très forte interconnaissance, c'est-à-dire que, pour reprendre le terme en vigueur, tout le monde se connaît, et enfin, avec un tissu militant et politique quasi inexistant, en tout cas très faible par rapport aux métropoles. Donc voilà, donc un partie bien spécifique de territoire, avec une dynamique bien spécifique des Gilets jaunes. Et plus généralement, encore une fois, dans ces territoires, j'ai aussi observé d'autres mobilisations connexes, par exemple les mobilisations du Front puis du Rassemblement national, des mobilisations plus localisées, déjà contre une écotaxe, en l'occurrence un projet, ça c'était en 2013-2014, au tout début de mon terrain, un projet de taxation au poids des ordures ménagères. Ensuite, ça s'est principalement transformé dans le cadre de la thèse en enquête sur le Front national. Ensuite, ça s'est transformé, alors, à la fin de ma thèse, les Gilets jaunes surgissent. Ensuite, je me suis aussi intéressé parallèlement aux élus municipaux sans étiquette, ou encore, plus récemment, au pass sanitaire. Bref, tout un ensemble de groupes interconnectés plus ou moins aux Gilets jaunes, au sein de 2 territoires précis, et distants chacun l'un de l'autre d'une quinzaine de kilomètres. Ce qui va avoir, alors, qui dit territoire très spécifique, dit aussi mobilisation un peu différente de ce qui s'observe à d'autres endroits. Les mobilisations des Gilets jaunes, en tout cas dans ces territoires-là, elles auront des points communs entre ces 2 territoires, mais qui peuvent peut-être se retrouver dans d'autres petites villes rurales. Vous avez un contraste très fort entre un mouvement qui, pour reprendre le questionnement de Frédéric Savicki au départ, est vraiment inédit. C'est-à-dire que oui, avoir une mobilisation populaire de masse, massivement soutenue, à Grandménil et Germainvillers, en temps normal, ça n'existe pas du tout. À Grandménil et Germainvillers, la norme, c'est à plus de 51% pour Marine Le Pen au dernier tour des dernières élections présidentielles. Par exemple, c'est l'absence quasi totale de relais politiques, à quelques exceptions près, des syndicalistes à Germainvillers, plutôt de gauche, et un petit tissu militant frontiste à Grandménil, mais on est vraiment sur des tout petits écosystèmes. Il n'y a quasiment pas de milieu partisan. Il n'y a quasiment pas de militants en règle générale. Et du coup, tout à coup, d'avoir un surgissement, il faut un peu revenir dans le temps. Enfin, je vais aller un peu rapidement. J'ai déjà dit beaucoup de ces choses-là à l'époque dans un article qui s'appelait Rencontre au rond-point, publié sur le site de La Vie des idées. La première phase du mouvement, c'est la ville en jaune. C'est l'impression d'un soutien très, très, très fort à ce mouvement. C'est plus d'une voiture sur 2 qui arbore le gilet jaune sur le pare-brise.
ce sont y compris des commerçants, alors que ces groupes ne prennent jamais position, évidemment, sur des questions politiques, partisanes, s'entend, qui vont afficher le gilet jaune. Dans les premières heures, dans les premiers semaines, on a l'impression que tout le monde est gilet jaune. Cet âge d'or avec des mobilisations populaires et qui recrée une solidarité dans des territoires où ça ne va pas de soi, voire même chez les plus mobilisés, l'embryon d'une solidarité à base de classe, en tout cas, une conscience protestataire clairement hostile à ceux d'en haut. Cette période, cet âge d'or de la mobilisation dans ces territoires ruraux, elle dure vraiment pas longtemps. L'arrêt, il est très net, c'est les vacances de Noël 2018, où il y a un déclin qui s'amorce, des ronds-points qui sont désertés progressivement et qui font se rétracter sur des petits groupes de mobilisés, qui vont vivoter, des petits collectifs du 10, 15, 20 personnes, qui vont vivoter péniblement jusqu'à la fin du mois de janvier à Grand-Ménil et qui, à Germainvillers, va durer jusqu'au mois de mars, puisqu'il va y avoir des tentatives plus prononcées pour relocaliser le rond-point sur des terrains privés un peu plus éloignés du bourg, dans des villages. Bref, on essaye d'échapper aux petites vexations administratives, aux amendes et ainsi de suite, en essayant de trouver des compromis chez les gilets jaunes les plus mobilisés. Parallèlement, et ça c'est très important au milieu rural, encore une fois, tout le monde se connaît, même si la formule est un peu excessive, l'interconnaissance joue beaucoup, et du coup vous avez un espèce de renversement du regard social sur les gilets jaunes. Au début du mouvement, personne n'ose assumer les premiers mois, je n'entends aucun discours dans différents groupes d'habitants de droite, de gauche, dans des espaces publics. Tout le monde affiche son soutien, très tôt, la mobilisation. À partir du mois de janvier, ça se rétrécit, et on a le fameux retournement qui se retrouve pour le coup sur plusieurs autres ronds-points du ruraux, la disqualification des gilets jaunes restants, avec l'idée que ce seraient des personnes oisives qui n'ont que ça à faire, et donc implicitement des marginaux. L'idée qui se met à se répandre chez beaucoup d'habitants, c'est les gilets jaunes, c'est des personnes qui n'ont pas grand-chose d'autre. C'était bien au début, c'était des bonnes raisons, mais avec le temps, ça s'est dégradé. Et du coup, ce qui va mener à l'expulsion rapide des ronds-points, alors même que dans certains autres territoires, le mouvement se structure fortement. Dans la même séquence, on a la dynamique des assemblées qui se met en place. Inutile de vous dire que les gilets jaunes ruraux, la seule personne qui a été intéressée par les assemblées des assemblées, c'était le chercheur. Ce qui est assez logique quand on regarde c'est quoi une assemblée des assemblées et quand on observe le mode de fonctionnement procédural. C'est parfois un poil plus complexe. Sur ces territoires-là, j'ai bien conscience qu'il peut y avoir des petites trajectoires à la marge. Dans ces territoires-là, personne n'en avait même limite entendu parler. Et il n'y avait pas du tout de tentative de formalisation. Ce qui m'amène au dernier point, je vais essayer d'aller un petit peu vite. On a, à partir du mois de mars, avril, alors même qu'à d'autres endroits, les gilets jaunes multiplient les convergences, créent avec des groupes politisés, ou alors montent des associations, comme on en voit par exemple dans la série de documentaires Les Femmes en jaune. C'est pas du tout ce qui se passe à Grand-Ménil et Germainvillers. Vous avez un quasi-effacement des gilets jaunes. Typiquement, au moment des élections, une étape qui m'a beaucoup marqué, c'est les différents scrutins. Parce que c'est aussi un de mes terrains d'observation parallèle, du coup, ça permet de voir, de mesurer à quel point il n'y a aucun effet du tout des gilets jaunes. Au moment des élections européennes, le soir du scrutin, vous avez toutes les équipes, on va dire, les différents groupes qui incarnent la vie politique municipale. Sensibilité de droite, sensibilité de gauche, Rassemblement national. Pas un seul gilet jaune n'assiste au scrutin. Toutes les personnes avec qui j'échange à ce sujet semblent assez mal à l'aise, disent qu'elles comprennent, mais marquent en tout cas une distance aux gilets jaunes. Il y a même des prises de position très explicites anti-gilets jaunes, y compris de militants populaires du Rassemblement national qui se demandent, je cite, si ces cons-là, ils n'ont pas voté Macron alors qu'ils gueulent sur le rond-point. C'est-à-dire le dépit des militants politiques qui ne sont pas arrivés à saisir une forme politique qui leur échappe complètement. Un processus qui se retrouve aussi, alors là on est à Grand-Ménil, un processus qui se retrouvait en symétrique à Germainvillers,
où il y a des mobilisations syndicales, un tissu syndical plus vivace, notamment lié à la persistance d'une industrie locale plus consistante. Au début du mouvement, vous avez un petit soutien des syndicalistes en dehors du rond-point, c'est-à-dire que les syndicalistes organisent des manifestations plus ou moins en solidarité avec les Gilets jaunes, mais très vite, là aussi, ils se démarquent. Et il y a l'idée chez beaucoup d'ouvriers syndiqués, y compris CGT, Force ouvrière, etc., que quand même, ceux qui vont sur le rond-point, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'autres choses à faire et qui ne vont pas trop bosser. Donc, tous des jeux de réputation et une distance des militants politiques aux Gilets jaunes qui aboutit à la fin à une nombre, évidemment. Alors là, je vous ai parlé des militants du Front National ou alors des syndicalistes. Inutile de vous dire que la conversion, en termes plus partisane ou électorale, elle est de l'ordre du zéro absolu. En 2014, lors des là, le saut dans le temps, on a le ramené. Je voulais dire en 2020, lors des élections municipales d'après, à Germainvillers comme à Grandménil, personne ne parle une seule seconde des Gilets jaunes parmi les différentes listes, que ce soit le RN, les listes sans étiquette. Aucun candidat de ces différentes listes ne revendique son soutien aux Gilets jaunes. Et certaines personnes qui avaient même pu se mobiliser par le passé aux côtés du Rassemblement national, plutôt en fin de liste, et qui étaient très impliqués dans les Gilets jaunes, ne sont plus sur la liste que le Rassemblement national présente à Grandménil en 2020. Ça ne veut pas dire qu'elles ont arrêté de voter RN, mais ça veut dire que ça a encore éloigné ces personnes un peu plus de la politique sous ses formes solidifiées de spécialistes, qui sont aussi des formes socialement situées. Donc un mouvement populaire qui s'autonomise toujours plus et qui du coup ne laisse que des toutes petites traces très diffuses, très loin des élections, des assemblées, des convergences, des organisations, des groupuscules, etc. Toutes ces choses qu'adorent les petites bourgeoisies du pôle économique et culturel, respectivement de gauche et de droite. Merci Raphaël. C'était, je pense, évidemment, une question de la représentativité de ton observation, mais tu as bien situé les conditions particulières de contexte, mais elles n'en sont pas moins quand même passionnantes et intéressantes. Alors, je ne sais pas si Olivier Filleul, qui a observé dans un autre espace, à la fois social et politique, a constaté, enfin, son équipe a constaté les mêmes choses, mais justement, ce contrepoint me semble de nature à nourrir la réflexion et la discussion. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci bien sûr de m'avoir invité à ce webinaire et à m'exprimer sur ce mouvement qui est quand même, on ne l'a pas encore dit, mais le mouvement le plus important que la France ait connu depuis 68. Donc, ce n'est pas la petite bière, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est assez compliqué à analyser, évidemment, et je pense qu'il faut commencer par dire, ça a déjà été dit, mais je suis obligé de le dire aussi, c'est un mouvement qui n'est pas terminé. Dans la région du Sud-Est sur lequel nous travaillons avec une équipe donc de collègues, doctorants, postdoctorants et collègues, titulaires, je veux dire, nous avons toujours une activité d'un certain niveau. Donc, le mouvement n'est pas fini, il est en cours, les manifestations de samedi dernier en ont encore témoigné, et donc, évidemment, ça a pour effet de rendre difficile l'analyse et surtout la prospective. Alors, la recherche que nous menons est une recherche qui porte sur en fait deux régions, donc deux coins, une dans le sud-est et l'autre dans la couronne parisienne, au nord de la couronne parisienne. Je ne parlerai que de l'enquête dans le sud-est, dans la mesure où sur le nord de Paris, c'est un doctorant qui travaille là-dessus, et donc il ne m'appartient pas de parler en son nom. Alors, c'est une enquête qui, comme celle de Raphaël, est aussi localisée et étalée dans le temps. Donc, c'est une enquête qui va durer jusqu'en 2023. Et de ce fait, encore une fois, puisque c'est une analyse située, c'est donc une analyse un peu non stabilisée, dans la mesure où il va falloir du temps pour démêler en quelque sorte toutes les hypothèses que nous pouvons formuler et en écarter un certain nombre. Alors, j'aborderai deux points très rapidement. Le premier point servant en quelque sorte à expliquer le deuxième, les évolutions à grands traits du mouvement sur ces ronds-points que nous étudions. C'est un certain nombre de ronds-points qui sont liés entre eux sous forme de grappes, comme l'a avancé Quentin Ravelli dans un de ses textes, donc les grappes de ronds-points.
Et cela me permettra ensuite d'avancer surtout quelques hypothèses sur la manière dont aujourd'hui, sur les ronds-points qu'on étudie ou dans les lieux qu'on étudie, le mouvement des Gilets jaunes s'est assez fortement imbriqué dans le mouvement anti-pass qui aujourd'hui donc se développe. Alors, le mouvement dans le sud-est à grands traits, enfin dans ce coin du sud-est sur lequel nous travaillons, je ne nommerai pas donc, le premier point, c'est que c'est un mouvement qui, dans cette région, est particulièrement emblématique au sens où il y a des ronds-points très forts, au sens où il y a un niveau d'activité dans le sud-est de la France qui est très élevé par rapport au reste, enfin, comme d'autres régions, mais c'est une des régions les plus actives, ce qui est déjà une explication de la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui ce mouvement est encore vivace et sans doute plus que dans beaucoup d'autres endroits en France où il existe encore, mais sous un mode, disons, mineur. Alors, l'évolution du mouvement dans le sud-est s'aligne à peu de choses près sur le niveau de mobilisation dans le reste du pays, donc au niveau national, comme ça a été montré à travers tout un ensemble de courbes sur la participation aux manifestations, etc. Mais peut-être que, regardant les choses de près, on peut distinguer des facteurs exogènes et endogènes qui ont, donc extérieurs ou propres au mouvement, qui ont impacté en quelque sorte la décroissance, l'attrition du mouvement au cours du temps. Et donc, je vais les mentionner assez rapidement en suivant un fil chronologique, ce qui nous amènera donc à cette question de l'articulation avec le mouvement de Antipas. Alors, le premier moment, si vous voulez, d'attrition du mouvement, il arrive très très vite. C'est dans les premières semaines, lorsque des militants d'extrême droite, des militants, hein, pas des électeurs, des militants d'extrême droite arrivent sur les ronds-points, sur les groupes, etc., et repartent très très vite. Alors, cette déperdition ne se voit que très peu, puisqu'ils sont peu nombreux. Alors, les raisons sont multiples. La première, c'est qu'au début du mouvement, la question de l'immigration est neutralisée. Donc, on n'en parle pas, ce qui évidemment n'arrange pas les affaires de ces militants. Ces militants sont fort peu nombreux, même dans la région qu'on étudie, qui pourtant est une terre d'élection très forte pour le Front National, mais les militants sont peu nombreux comme ailleurs en France, donc ils n'ont pas trop les moyens non plus d'être très présents sur les ronds-points. Et puis, l'expérience des élections européennes a été véritablement le dernier coup, si vous voulez, à la présence des militants ayant un projet militant sur les ronds-points, à savoir que les Gilets jaunes, le sentiment émerge que les Gilets jaunes ne votent pas, que ça ne pourra jamais constituer une force d'appoint électorale, etc. Et qu'en quelque sorte, on perd son temps sur ces ronds-points où, par ailleurs, comme ça a été dit, les personnes sans travail, on va dire, pour ne pas dire les cassos, pour ne pas reprendre le vocabulaire qui circule, donc les personnes sans travail, mais aussi bien les retraités que les personnes qui ne travaillent pas, alors qu'elles sont en âge de travailler, sont de plus en plus nombreux sur les ronds-points, tout simplement parce que c'est les seules personnes qui sont en mesure de tenir les ronds-points. Rappelez-vous la bataille autour des cabanes, les évacuations, etc. Il y a tout un enjeu du maintien de la présence spatiale, de la présence dans l'espace, dans la mesure où, comme l'a souligné Magali, donc je n'y reviens pas, mais je le rementionne ici, dans la mesure où il s'agit d'un mouvement sans leader, un mouvement qui émerge via les réseaux sociaux. Enfin, bon, tout ça a déjà été dit, ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais le fait est que ce mouvement a une contrainte forte qui pèse encore aujourd'hui, c'est qu'il ne peut exister que dans la mesure où il se rend visible. Et donc, c'est quand même une contrainte extrêmement forte, puisque, comme ça a été dit, ce mouvement ne s'est pas structuré autour d'une forme partisane, d'une forme associative, etc., et ne s'est pas refusé de se doter de leaders. Ce qui peut être vu d'ailleurs comme un obstacle, bien entendu, comme un empêchement, mais ce qui peut être aussi vu, je ne trancherai pas, je ne sais pas, mais ça peut être aussi vu comme, au contraire, finalement, l'arme la plus forte du mouvement. C'est-à-dire, tant que le mouvement n'existe que dans la rue à travers sa présence physique, il est insaisissable et il est indigérable. Voilà, ce qui est arrivé à tous les mouvements qui se sont institutionnalisés, ici, semble ne pas arriver. Et donc, c'est à la fois, on ne sait pas, mais ça peut être à la fois la promesse d'un échec total et d'une disparition, aussi bien que la promesse de quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'un maintien du mouvement, se greffant sur d'autres luttes, une présence permanente et l'obtention d'autres concessions. Je précise en passant que ce mouvement le plus important depuis mai 68 est aussi le mouvement qui, contrairement à la plupart des mouvements des dernières années, a obtenu beaucoup de choses. Il
Il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'a pas échoué à ce stade. Il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs principaux, bien entendu, la réforme de la Constitution, etc. etc. Mais disons que quand même, c'est un mouvement qui, sur de nombreux points, a fait céder le pouvoir et a réussi à faire changer aussi au niveau le plus haut, au niveau du chef de l'État, par exemple, le discours sur, rappelez-vous, le premier confinement, le discours du président sur la première ligne, la deuxième ligne, développe une espèce de métaphore filandreuse et pas très, mais quand même, c'est une manière en quelque sorte, de baisser la garde, même si cela ne se traduit pas tout à fait dans la réalité. Alors, le premier point, c'est ça, donc le premier phénomène d'attrition. Le second moment d'attrition, alors là, qui prend de l'ampleur, c'est à partir de mi-mars 2019, lorsque un triple phénomène d'attrition, lorsque on a d'une part les effets ambivalents de la répression totalement inouïe qui s'abat sur ce mouvement, répression policière, mais aussi répression judiciaire, qui casse les reins en quelque sorte du mouvement ici ou là, mais qui contribue aussi à radicaliser certains. Donc là, on a vraiment une vague de départ liée à la peur d'être dans un mouvement qui, non pas qui s'adonne à la violence, mais qui est soumis à une violence inouïe, encore une fois, je le dis, une violence inouïe et donc qui fait peur. Second point qui atteste de cette attrition en mars 2019, à partir de mars 2019, c'est que le mouvement reposant largement sur l'occupation continue des ronds-points, sur l'occupation des cabanes, etc. Donc, on a ce phénomène de disparition en termes de présence continue sur les ronds-points, etc., des personnes qui travaillent, des personnes qui sont les plus insérées, etc. Et donc, à l'entrée de l'été, on a quelque chose qui est très visible sur à peu près tous les ronds-points que nous étudions, c'est-à-dire une présence de plus en plus visible de personnes qu'on va dire à la marge. Et cela, évidemment, va provoquer aussi des départs d'autres qui se sentent de plus en plus, finalement, en quelque sorte, assimilés à ces personnes qui vivent à la marge. Et puis, le troisième point donc, qui atteste de l'attrition à partir de mars 2019, c'est la présence de plus en plus visible, ici ou là, pas sur tous les ronds-points, mais sur un certain nombre de ronds-points, de militants de la France insoumise qui sont là depuis le début, mais qui se rendent plus visibles. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il y a quelque chose qui fait que, enfin, il y a tout un ensemble de phénomènes qui font que, étant plus visible, ça génère évidemment des discussions, des conflits et des départs. Voilà, mais aussi des arrivées, mais bon, plus de départs que d'arrivées. À tout cela, il faut ajouter l'effet très démobilisateur sur les ronds-points que nous avons observés des lendemains d'élections. Parce que contrairement à ce que observe Raphaël sur ces terrains, dans le sud-est, là où nous avons observé, au municipal aussi bien qu'au régional, il y a des listes qui sont formées, des listes citoyennes, qui vont échouer, si vous voulez, mais qui échouent d'une certaine manière que tout à fait échouer, mais relativement au sens où c'est des listes qui se constituent d'une certaine manière à la dernière minute, qui sont faites comme ça de briquet et de broc et qui parviennent quand même à obtenir un pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais minuscule, mais qui dit quand même quelque chose sur le soutien au mouvement à ce moment-là. Toujours est-il que les élections sont vécues comme des échecs cuisants, à la fois parce que beaucoup de gilets jaunes se rendent compte qu'ils se sont en quelque sorte fait berner par ceux qui conduisent les listes dans lesquels ils se sont inscrits. En quelque sorte, ils avaient un autre agenda, voilà. Et donc, il y a beaucoup de déception de ce point de vue-là. Ça renforce l'idée que la voie électorale n'est pas une voie qui fait sens, puisque même lorsqu'on se mobilise, qu'on s'allie à d'autres, etc., on se retrouve finalement pris en otage par des intérêts qui ne sont pas ceux que l'on défend. Et cela a joué aussi bien au municipal qu'au régional. Alors, ici, il faut insister sur le fait qu'on est sur un mouvement où, lorsqu'il y a départ de participants, ça ne se passe pas exactement de la même manière que lorsqu'on est sur, par exemple, un parti, une association, un syndicat, où les gens se désengagent et s'en vont. Ils rendent leur carte. Ici, il n'y a pas de carte, il n'y a rien de formel. Et donc, c'est une hypothèse. Il me semble que les personnes qui s'en vont, pour une part, s'en vont, mais ne s'en vont pas tout à fait. C'est-à-dire qu'elles entrent en sommeil, en quelque sorte, comme on le dit dans la sociologie des mouvements sociaux, donc ces structures de rémanence, abeyance structure, etc. Mais pour le dire simplement, généralement, on étudie les phénomènes de mise en sommeil en se situant au niveau d'un mouvement, si vous voulez. Donc, tel mouvement rentre en sommeil, etc. C'est dans ce contexte-là que le concept fort utile a été inventé et développé par Verta Taylor.
Ici, c'est plutôt au niveau individuel que un certain nombre de personnes se mettent en sommeil. Et c'est ce qui explique qu'en fonction de l'actualité, et notamment l'émergence de la crise Covid, pas mal de gens qui étaient partis, mais qui restent sur les réseaux sociaux, reviennent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une mise en sommeil? Parce qu'en fait, il y a une structure de rémanence qui existe. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une organisation, il n'y a pas de locaux, mais il y a Facebook ou d'autres réseaux, si vous voulez. Et ceux qui partent, pour une part, restent amis, parce qu'il y a des relations d'amitié très fortes, se sont nouées, des relations qu'on pourrait dire quasiment familiales, d'amitié se sont nouées, et donc on a pas mal de monde qui, au gré, en quelque sorte, des mobilisations, des causes, des appels à mobilisation, vont revenir et repartir. Et avec à partir de juillet de cette année, donc à partir de la déclaration l'obligation du pass, à partir de l'obligation du pass, il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans une logique évidemment très claire, de remobilisation pour la défense des libertés, etc., alors qu'elles étaient parties au moment où commençait à émerger la discussion sur les ronds-points, sur les pages Facebook, donc dès après le premier confinement, autour de la question de savoir si le vaccin était un vrai vaccin, si on ne cherchait pas à nous empoisonner, etc. Alors, je vais revenir. Donc ça, c'est un point important qu'on pourra peut-être discuter, car il me semble que c'est une particularité tout à fait intéressante de ce type de mouvement, des structures de rémanence virtuelles, en quelque sorte, qui ont des effets réels. Alors, le mouvement anti-pass, donc j'en viens à ce point-là, apparaît dans le sud-est assez fort, évidemment, tout le monde le sait, Marseille n'est pas loin, le professeur Raoult n'est pas loin, et donc il y a, comme ça a été démontré, analysé, etc., une bulle Raoult sur les réseaux sociaux qui va faciliter, bien entendu, la connexion entre les réseaux Gilets jaunes, les pages Facebook des groupes, tous les groupes qui existent dans la région de Gilets jaunes, qui vont très facilement, en quelque sorte, se retrouver associés, articulés avec les groupes en défense du professeur Raoult, etc. Donc ça, c'est une particularité locale. Mais le premier point à souligner sur cette liaison entre le mouvement Gilets jaunes et ce qui reste du mouvement Gilets jaunes et le mouvement anti-pass, le premier point à souligner, c'est que cela s'inscrit dans une stratégie qui, depuis longtemps, est à l'œuvre dans le mouvement des Gilets jaunes. Depuis l'été 2020, 2019, les Gilets jaunes se sont, dans les ronds-points qu'on observe, se sont mobilisés systématiquement sur d'autres causes. Ils ont apporté leur soutien à d'autres causes. Alors, bien sûr, beaucoup sur l'hôpital. La loi sécurité globale à l'hiver 21 a été vraiment un moment de mobilisation très forte. Il y a eu un gros investissement des Gilets jaunes que nous étudions, et toujours dans une logique de on y va parce que c'est notre cause aussi, mais c'est aussi une manière d'exister lorsqu'on n'a plus les moyens nous-mêmes de faire de grosses manifestations, de gros événements. En quelque sorte, on réinvente là le frapper ensemble et marcher séparément des militants du passé que nous connaissons. Alors, ça, c'est un point important. Et le second point, c'est que, pour expliquer cette connexion, c'est que quand même, avec le pass sanitaire en juillet 21, tous ceux qui étaient partis aussi parce qu'ils en avaient assez, en quelque sorte, d'entendre parler du vaccin sur les ronds-points, dans les réunions, sur Facebook, parce que pour eux, ce n'était pas la question essentielle. Alors pour eux, ça devient la question essentielle, reviennent. Ils reviennent évidemment sur d'autres bases. Les gens qui étaient militants plutôt à LFI, etc., qui étaient dès le début du mouvement-là et qui sont restés très tard, mais qui ont fini par partir, sont partis au moment où on commence à parler surtout de Covid et de vaccins dans les groupes. Eh bien, ils reviennent parce qu'à partir à partir du pass, évidemment, on est sur tout à fait autre chose qui correspond mieux à, disons, revendication initiale du mouvement des Gilets jaunes. Alors, dernier point, je termine là-dessus, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des glissements de sens qui sont facilités entre le mouvement des Gilets jaunes et de vocabulaire aussi sémantique entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement anti-pass. Par exemple, lorsqu'on a commencé à suivre le mouvement anti-pass, c'était assez amusant, je ne devrais pas le dire parce que ça nous dessert, mais
ça nous rend pas intelligents. On s'est dit, quand même, les gens parlent beaucoup d'être éveillé, s'éveiller, etc. Et on s'est dit, ça doit être une particularité du mouvement anti-pass, ça doit venir d'ailleurs, etc. En réalité, en remontant les pages Facebook et en réécoutant les entretiens, c'est un terme qui apparaît dès le début du mouvement, mais qui prend une signification différente. Au début du mouvement, c'est vraiment retourner votre télé contre le mur, arrêtez d'écouter BFM, etc. Lavez-vous le cerveau et ouvrez les yeux. Mais désormais, évidemment, c'est un autre sens qui est derrière le mot d'éveil, se libérer, donc en lien avec les théories du complot, etc. Et tout ce que vous savez tous. Ensuite, il y a aussi un point important, c'est que il y a une connexion qui s'est opérée au niveau aussi des réseaux d'interconnaissance entre les Gilets jaunes et les personnes qui vont rejoindre le mouvement, le mouvement anti-pass et qui sont peut-être dans des statuts un peu plus élevés, mais pas tellement en réalité. Et en tout cas, là où on les observe, dans les manifestations du samedi anti-pass, on voit que cette coexistence entre des gens qui n'étaient pas du tout dans le mouvement des Gilets jaunes, qui rejoignent le mouvement anti-pass avec le mouvement des Gilets jaunes, est facilitée par le fait qu'il y a des relations familiales, il y a des proximités professionnelles très fortes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui sont issus des mêmes professions, sauf que peut-être on a plus d'infirmières aujourd'hui qu'on avait d'aides ménagères, de personnes qui bossent en EHPAD, etc. Mais quand même, on est vraiment là des connexions qui tiennent aux liens familiaux, aux liens d'interconnaissance, etc. Donc, dans la région qu'on observe, si vous voulez, le mouvement anti-pass qui prend vraiment une couleur jaune s'explique par toutes ces raisons-là. À quoi on pourrait ajouter, mais je n'ai pas le temps, des facteurs beaucoup plus, disons, structurels. On les retrouverait, par exemple, dans le dernier bouquin de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, que j'ai lu récemment et qui effectivement est intéressant, enfin qui est intéressant tout court, mais qui est intéressant aussi parce qu'il montre un certain nombre de choses sur les propriétés du Sud-Est, notamment par rapport à la question des médecines alternatives, des médecines douces, liées à l'héliotropisme. Enfin, voilà. Donc, il y a un terreau, si vous voulez, là où on l'observe, qui est particulièrement favorable au développement du mouvement. Au total, je termine là-dessus, il me semble que la crise du Covid a été vécue par les Gilets jaunes qu'on observe, ceux avec qui on discute, je ne sais pas ailleurs, comme un révélateur au sens photographique du terme, de la justesse, de la vérité de leurs interprétations du monde, de la vérité de leurs revendications et du bien fondé, en quelque sorte, de leurs plaintes. En effet, elle est venue confirmer, que les premières lignes, donc les professions les plus exposées, dont Magali pourrait nous montrer en 5 minutes qu'elle se calque quasiment exactement sur ce qu'on sait la sociographie des Gilets jaunes. Donc, les premières lignes en ont pris plein la figure pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'ils ont dû travailler dans des circonstances, etc. Tout le monde sait ça. Et en même temps, on a un président de la République qui dit « Ah, mais les pauvres, ils sont mal payés, ils ne vivent pas bien, etc. Il faut faire quelque chose. » Donc, face à une telle confirmation, ça ne peut que vous redonner un petit peu du nerf et de l'envie d'y aller. Mais il y a aussi la continuité de la répression. Il ne faut pas oublier qu'en France, au premier confinement, la répression policière, à travers les amendes, etc., aux yeux des Gilets jaunes, s'inscrivait dans une parfaite continuité avec ce qu'ils avaient subi. Les fameuses amendes à 135 €, en gros, sur ces têtes-là, n'ont pas cessé de pleuvoir depuis 2 ans et demi. Bon, 2 ans en tout cas. Et puis, il y a aussi la question du cafouillage au sommet de l'État. C'est-à-dire que ça, on l'a entendu énormément, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, c'est une réalité, mais qui est sans doute amplifiée, l'idée qu'au sommet de l'État, ma foi, on ne sait pas gérer, on gère n'importe comment, et surtout, on gère aux dépens, en quelque sorte, de ces catégories de la population. Et on a entendu des millions de fois évoquer la question du mensonge sur les masques, qui est effectivement une catastrophe, parce que du mensonge sur les masques au mensonge sur ce que contient le vaccin, etc., on voit bien comment tout cela peut être corrélé, on va dire. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais on l'a tous en tête, mais je le rappelle ici, c'est que pendant toute cette crise, l'ostentation des possédants, c'est déployé comme jamais. Donc, je ne sais pas, on peut donner quelques exemples. Les dîners clandestins des ministres ou des élites, là, les trucs de Pierre-Jean Chalençon, autant je m'en souvienne, les récits de confinement qui faisaient rire, mais à la fois, mais rire jaune, si je puis dire, sur les ronds-points. Donc, au fond, dans toute cette crise du Covid, ces modes de gestion, la manière dont les différentes catégories de la population se sont comportées, exprimées, etc., on a une confirmation, mais systématique, de la justesse
je parle là du point de vue des Gilets jaunes, de la justesse des revendications portées par les Gilets jaunes. Ce qui veut dire, et je termine, je conclus là-dessus, qu'il est difficile, impossible en réalité, de tenir une interprétation du mouvement des Gilets jaunes à travers le prisme du populisme ou des populismes. Il me semble avoir montré, par exemple, dans la chronologie des arrivées, des départs des personnes, que tout ça est plus compliqué, dans ce qui motive et dans ce qui fait le fondement de ce groupe, de personnes qui se mobilisent. Et puis, peut-être que l'opposition au pass, aujourd'hui, est le cadre dans lequel s'exprime l'économie morale des Gilets jaunes encore mobilisés. Je reprends le terme économie morale d'un chercheur anglais qui a travaillé sur la formation de la classe ouvrière anglaise, Thompson, et qui a été mobilisé par Samuel Hayat dans un papier qui est sorti très tôt, au moment du mouvement des Gilets jaunes, au début du mouvement des Gilets jaunes, et qui a été le premier à montrer que les revendications portées par les Gilets jaunes s'inscrivaient dans autre chose que de simples revendications, disons, matérielles, non articulées avec autre chose, etc. Donc là, je pense que finalement, le logiciel qui permet de porter encore l'économie morale des Gilets jaunes, aujourd'hui, la coquille la plus utile, c'est celle, effectivement, du mouvement anti-pass, voire du mouvement anti-vax. Et donc, il y a peu d'irrationalité dans tout ça. C'est pour ça que c'est compliqué à analyser. Si c'était irrationnel et finalement, voilà, ça serait simple. Je pense qu'il y a beaucoup de rationalité dans tout ça. Il y a beaucoup de cohérence dans le raisonnement que tiennent les Gilets jaunes sur ces questions. Et évidemment, ça nous pose à nous, chercheurs, un immense problème, puisqu'on se retrouve face aussi à la nécessité d'analyser ce mouvement en mobilisant des instruments dont on n'est pas familier sur la question des croyances, voilà. Et donc on a tout un ensemble de littérature qu'il faut aller mobiliser ailleurs que dans celle dans laquelle nous puisons habituellement. Je me tais. Merci. Eh bien, merci beaucoup. D'abord pour aussi cette conclusion en forme de prise de position, mais aussi de questions très importantes et d'interpellations aussi à sortir de nos routines, à la fois de nos schémas de pensée peut-être prénotionnels, de nos systèmes de valeurs, mais aussi de nos habitudes théoriques et empiriques, méthodologiques. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a déjà une série de questions, alors parfois de réactions. Je pense que vous les voyez. Je vous les propose dans l'ordre, et puis qui veut répondre entre vous trois ou réagir le fait. Mathieu Brugidou demande que peut-on dire de la présence numérique des Gilets jaunes. Alors j'imagine qu'il veut dire numérique sur les réseaux sociaux, je veux dire, voilà, comment notamment on regarde de la présence physique, oui, c'est ça. C'est ce que tu évoquais, Olivier, sur le caractère effectivement sinon de structure dormante, voilà, qui n'est pas vraiment dormante. Donc ça, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? C'est effectivement comment ça se combine, quoi. Est-ce que c'est les mêmes qui sont sur les deux? Est-ce que ça mobilise pas les mêmes gens? Est-ce que ça continue de mobiliser beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux que ça ne mobilise, etc. Est-ce que peut-être des éléments là-dessus? Qui veut répondre? Ah oui, alors je suis démocrate, j'impose à personne de répondre. Magali, est-ce que par exemple, tu évoquais tout à l'heure le fait que vous avez fait une enquête qui était essentiellement, justement, volontairement sur les ronds-points, c'est-à-dire en face à face avec les personnes, et d'autres chercheurs ont travaillé plus là-dessus, et des résultats différents. Du coup, est-ce qu'on peut en déduire finalement l'existence des espèces de mobilisation un peu parallèle, qui se rencontrent pas toujours, quoi, ou est-ce qu'au contraire c'est très articulé, c'est les mêmes qui animent les réseaux? Est-ce que les leaders, par exemple, qui émergent sur Internet, c'est les mêmes qui sont reconnus localement? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Vas-y. Alors, il y a eu des mémoires de master qui ont apporté des éléments là-dessus, qui ont montré dans des configurations locales, et je ne parle pas forcément de Paris, des articulations très fortes entre le leadership, entre guillemets, même si c'est un mouvement qui s'institutionnalise un peu différemment d'un parti et sans institutions telles qu'on les connaissait, entre cet activisme local et les groupes sur les réseaux sociaux. Sur le cas que je connais bien, c'est aussi par le biais des groupes Facebook que les gens
se repérer ensuite en manif, parce qu'on se voyait, mais on ne savait pas, dans les entretiens et in situ, les personnes ne savaient pas toujours qui était qui. Puis, les réseaux donc étaient très articulés à la mobilisation. Mais on a eu aussi des réseaux. Les mémoires, c'est celui de Victor Planche. Il y a Samuel Noguera qui travaille là-dessus à Montpellier, qui fait sa thèse en partie là-dessus. Elisabeth Godefroy aussi, qui a des éléments. Il y a aussi des cas où il y a une déconnexion, et je pense ici aux Gilets jaunes catholiques, qui sont en fait un groupe créé virtuellement par Guillaume de Thieulois et d'anciens de la Manif pour tous, qui sont des pros de la com et de l'événementiel, et qui essaient de se servir du mouvement, ou en tout cas de capter ce succès populaire pour disséminer voilà, avoir une audience qu'ils n'avaient pas dans des milieux sociaux moins fermés que les leurs. Et donc là, il n'y a pas de connexion entre l'activité en ligne et hors ligne. Mais c'est quelque chose qu'on est encore en train d'investiguer. D'accord. Juste un complément là-dessus, peut-être Raphaël ou Olivier? Je me permets, parce que c'est rebondir aussi, merci à Olivier d'avoir ramené la question du tournant anti-pass. Effectivement, c'était autant dans ma conclusion de partie, j'avais insisté sur l'absence totale de transformation en politique, en forme politique instituée. C'est vrai que les antipasses, ça m'a surpris. C'est un levier de remobilisation pour une minorité de gilets jaunes actifs, y compris à Grand-Ménil et à Germainvillers. Et c'est le premier, alors que tous les autres, moi, les histoires de convergence sur ces terrains-là, je les ai pas vues, hein. Toutes les 1001 convergences inventées, c'est la première fois où il y a une vraie remobilisation dans le cadre collectif. Après, là où il y a quand même une spécificité sur ces terrains-là, en tout cas, c'est qu'il y a quand même une implication. Encore une fois, il faut rappeler que c'est vraiment le dernier carré gilet jaune, beaucoup plus, et que du coup, il n'y a pas un soutien au mouvement anti-pass. Il n'y a jamais eu dans ces territoires de mobilisation anti-pass, ne serait-ce que, comme il y en a eu au début des gilets jaunes. C'est un mouvement qui est plus clivant, y compris au sein des familles. C'est-à-dire que tous les enquêtés que j'ai qui se mobilisent contre le pass font aussi état, pour le dire trivialement, d'engueulades très manifestes avec des membres de leur famille, ou même aux abords des manifestations, de réactions très conflictuelles de citoyens qui sont très pro-pass. Moi, c'est un peu quelque chose que je me dis qu'il faudrait faire une sociologie relationnelle des pro-pass également, pour complexifier des personnes les plus favorables au pass sanitaire. Ensuite, présence beaucoup plus forte de l'extrême droite, avec toutes les guillemets à mettre à cette catégorie, bien sûr. Implication de la base des militants et des sympathisants frontistes beaucoup plus que dans le mouvement des Gilets jaunes, dans ces contestations, à tel point que certains qui n'avaient jamais manifesté en dehors d'événements très spécifiques, comme par exemple le 1er mai nationaliste à Paris, se retrouvent à se manifester régulièrement, y compris quitte à on va dire, là encore, à s'autonomiser du parti et à trouver que Marine Le Pen, elle est un peu timorée sur ces questions. Du coup, un espèce de Big Bang qui joue aussi à côté des Gilets jaunes. Et enfin, le tout sur fond de défiance aux institutions. Dernier élément qui me semble intéressant à relever, c'est pas un hasard si, je pense que dans d'autres territoires, ça se joue différemment et dans d'autres milieux, mais les personnes qui sont anti-pass, on peut aussi mettre ça en lien avec un style de vie populaire rural qui fait qu'il y a aussi des conditions de possibilité de la vie non vaccinée. C'est-à-dire que les personnes qui sont anti-pass, c'est des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes styles de vie que des urbains diplômés qui sont régulièrement, qui prennent les transports, qui sont mobiles, qui vont dans des concerts, etc. Au contraire, il y a tout un réseau limite de sociabilité populaire qui vont permettre, y compris à la marge, il y a des bars où les personnes non vaccinées savent qu'elles seront bien accueillies. Pour vous donner un exemple, parmi bien d'autres.
Il y a une question intéressante il y a une question intéressante posée par plusieurs intervenants. Je vois Vincent Dain, Christophe Parnet sur les méthodes, vos méthodes d'enquête, à la fois effectivement sur comment on identifie. On dit il y a des gens qui sont des gilets jaunes entre guillemets qui sont aujourd'hui anti-pass, d'autres qui le sont pas. Bon, du coup, comment on peut effectivement se faire accepter, comment on peut travailler, comment on peut objectiver, établir des est-ce qu'on fait comment on lève aussi la question de l'anonymat, voilà, peut-être si vous voulez répondre là-dessus sur. Alors, oui, j'ai vu les questions de Vincent Dain et Christophe Parnet. Alors, la question qui est posée, c'est une question sur comment est-ce qu'on est reçu quand on va sur les ronds. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour se faire accepter. C'est comme dans n'importe quelle autre enquête, c'est-à-dire que c'est vrai que la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes au début du mouvement a tenu sans doute beaucoup de collègues éloignés des ronds-points. Un exemple magnifique de cela, c'est bon, bref, je ne vais pas le citer, mais disons qu'on a un certain nombre de publications qui sont véritablement étonnantes de ce point de vue-là, puisqu'elles se sont situées d'entrée de jeu, à distance des Gilets jaunes, à distance du mouvement. Et alors, quand on arrive à écrire un livre entier sur un mouvement qui a lieu, si vous voulez, qui est en cours, qui se déroule, en disant que vraiment on n'y mettra pas les pieds parce qu'on serait mal reçu, bon, c'est un peu honteux. Donc, en fait, je peux tout simplement répondre en disant que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que dans la mesure où pour ceux qui ont commencé à travailler sur le mouvement dès le début, bien sûr. Moi, pour ma part, et il en va de même pour mes collègues, on a toujours été très bien accueillis sur les ronds-points, évidemment, et les gens étaient toujours très, très satisfaits de discuter, etc., d'essayer de nous convaincre. Voilà. Et puis, comme on était là depuis le début, si vous voulez, ça rend tout à fait facile le fait de suivre les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on commençait une enquête sur les Gilets jaunes et le mouvement anti-pass, anti-vax, on serait bien empêché, bien embêté. Il y aurait sans doute des moyens de retrouver, etc., des personnes, mais on n'a pas d'organisation, on n'a pas de fichier de membres, on n'a pas tout ça. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, sauf à avoir, dans les années précédentes, commencé à travailler sur ce mouvement, accumuler des contacts, accumuler des entretiens, etc., eh bien, je pense que c'est assez compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est un point. J'insiste sur le fait que les Gilets jaunes sont des gens comme les autres. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on enquête de la même manière qu'ailleurs. J'insiste là-dessus parce qu'on a lu et entendu des choses tout à fait étonnantes de ce point de vue-là. Il y a une question de Nona Meyer que je salue en passant. Juste un point quand même. Excuse-moi. Non, mais réponds à la question. Je peux ? D'accord. Donc, non, parce que Nona posait deux questions qui sont, à mon avis, très intéressantes, parce qu'on n'a pas parlé de ces aspects-là, évidemment. C'est la question des affinités avec les jeunes issus de l'immigration et le mouvement, et puis la question des femmes très présentes sur les ronds-points, et est-ce qu'elles le sont encore? Alors, sur les jeunes issus de l'immigration, là où nous observons les ronds-points sur lesquels nous travaillons, la présence des jeunes issus de l'immigration est assez importante. On est dans le sud-est, il y a quelques villes dans lesquelles la présence est assez importante, et d'ailleurs aussi dans des petites communes. Il est clair que massivement, il n'y a pas eu de jonction entre ces jeunes ou ces personnes et le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas pas via, on pourrait dire, je sais pas, les travailleurs sociaux, des associations, etc. En gros, les gens des cités, comme je l'ai entendu ici ou là, ne sont pas descendus sur les ronds-points, et la raison, sans doute, tient au fait que, comment dire, au début, ces personnes ont le sentiment, comme la plupart des personnes dans la population, du fait de la couverture médiatique, qu'en gros, c'est des fachos, des gros bourrins, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt, c'est pour se faire taper dessus. Et que d'autre part, ça, c'est ce qui émerge à partir de décembre, ben oui, vous vous faites taper dessus, ben oui, vous vous faites cogner, gazer, etc. Mais nous, c'est tous les jours. Et donc, vraiment, ça, je l'ai beaucoup entendu, parce que je suis allé me promener un peu là, pour voir un peu pourquoi il n'y avait pas de... Et je pense que c'était tout à fait essentiel, cette dimension-là. Cela dit, aujourd'hui, et depuis longtemps, et depuis toujours sans doute, il y a une présence de personnes d'origine immigrée sur tous les ronds-points, dans tous les groupes. Il y a des femmes voilées sur certains ronds-points. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'imaginer, là où
je parle des ronds-points sur lesquels je travaille, sur lesquels on travaille, il n'y a pas une espèce de coupure où tout est blanc, si vous voulez. Hein, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Sur la seconde question, les femmes très présentes, est-ce qu'elles le sont encore? On pourrait dire que oui, les femmes sont parties les premières. Rappelez-vous la manif des femmes le 16 janvier 2019 contre les violences, etc. Donc ça a eu un impact assez important. Donc les femmes sont parties les premières parce que la violence, parce que, etc. Mais elles sont restées les dernières. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là où en tout cas j'observe, on a une présence féminine très très forte. Très très forte. Donc celles qui ont tenu le plus, celles qui aujourd'hui d'ailleurs souvent tiennent les ronds-points, qui sont devenues les mères des ronds-points, sont des femmes. Voilà. Magali, je pense, a beaucoup de choses à dire aussi sur ces 2 points. Je vais essayer d'être brève. Moi, il me semble qu'il y a quand même une continuité aussi dans cette contestation portée par les Gilets jaunes et le mouvement Antipass qui interroge quand même la place de l'État, les transformations de la protection sociale, qui veut mettre effectivement les femmes et certains types de familles aux prises avec la difficulté. Mais dans la question du vaccin et du pass sanitaire, c'est aussi l'État et son intrusion dans la vie des familles, dans le choix de l'intimité qui ressort quand même nettement. Et la présence des femmes, elle s'explique aussi parce que la question de la santé, de la politisation de la santé et du vécu intime d'un certain nombre de scandales sanitaires, il a touché d'abord et avant tout les femmes. On pense au Distilbène, à la pilule, aux prothèses-pipes, enfin. Et donc cette méfiance aussi envers les vaccins et envers éventuellement les effets secondaires, elle est aussi portée par les femmes, d'abord pour elles-mêmes, mais aussi pour les enfants. Et ça, dans les 2 mobilisations, on est là pour les autres, on est là pour les enfants. Et c'est aussi un mot d'ordre des manifs anti-pass. Et ça, je l'ai observé dans plusieurs villes du sud-est, du sud-ouest, différents types de régions. La remarque de Raphaël était très juste aussi sur les styles de vie, mais choisir aussi de ne pas être vacciné, c'est aussi quelque part être dans une forme de politique alternative. On sort du système et c'est un engagement de plus dans ce sens-là qui mérite peut-être d'être aussi interrogé. Il y a des questions sur la division et sur ce sentiment d'impuissance et cette question de la division et à côté de qui on marche et à côté de qui on ne va pas marcher. Elle a été étouffée du 17 novembre jusqu'au mois de décembre 2018 et puis ensuite, comme l'a très bien expliqué Olivier, ça ressort et c'est là où le mouvement est confronté à lui-même, à sa stratégie, aux tactiques comme d'autres mouvements sociaux et où effectivement on voit qu'aujourd'hui, eh bien, on a un rapport de force qui s'est inversé et où ceux qui apparaissaient comme les rassembleurs en janvier 2019 autour de la justice sociale et autour de la dénonciation des violences policières sont aujourd'hui les diviseurs qui ne veulent pas manifester aux côtés de personnes supposées ou attestées d'extrême droite, etc., etc. Donc ça, il y a un glissement. Et voilà, je m'arrêterai peut-être là pour rappeler aussi avec Olivier qu'on rentre sur ce terrain comme dans d'autres terrains et rappeler aussi qu'on a un cadre réglementaire qui nous impose la plus grande transparence vis-à-vis des personnes auprès desquelles on enquête, sur la gestion des données, sur la collecte des données. Et nous, on est extrêmement vigilants là-dessus. On va à visage découvert, on donne nos noms, on est dans le respect des personnes et ça se passe globalement assez bien. Alors, contrairement à ce que j'avais indiqué, je voudrais poser les questions dans le truc questions-réponses. Et évidemment, classiquement, il y a à la fois des questions dans le QR et aussi dans le fil de discussion qui sont beaucoup moins faciles du coup à regarder. Donc, j'invite aussi Olivier, Magali et Raphaël à regarder dans le fil. Je sélectionne rapidement. Alors, un point, avec une camarade de master, nous avons enquêté en octobre 2021, pendant une semaine, sur des anciennes gilets jaunes d'une ville de désindustrialisation du nord-est de la France. Sur les 8 personnes rencontrées, plus aucune n'est engagée. Alors, pour justifier les engagements, il est beaucoup avancé l'idée selon laquelle il y a eu énormément de divisions. Donc, on retrouve ici. Il y a aussi l'idée qu'on est impuissant et que ça ne sert à rien. Et enfin, on a quasiment
presque que des femmes dans le mouvement. Donc là, ça renvoie à ce qui reste. Voilà. Observez-vous de tels phénomènes, et éventuellement d'autres raisons de se désengager aujourd'hui que celles qui ont déjà été évoquées. Voilà. Donc ceux qui, pour aller très vite, ceux qui restent se mobilisent aujourd'hui plutôt donc autour de la défense des libertés, contre l'obligation du pass, etc. Donc que sont devenus les autres? Ceux qui refusent de s'associer précisément à ça. Est-ce qu'ils sont encore sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils créent d'autres groupes, ou est-ce que voilà, ils ont définitivement abandonné? Et puis du coup, est-ce que ça valide finalement cette hypothèse qui est énoncée par beaucoup, mais principalement par Bourdieu, sur l'impuissance du coup des classes populaires à exister par elles-mêmes organisationnellement aujourd'hui. Enfin bon, voilà, on va revenir d'ailleurs sur cette idée d'où ça vient, ce refus absolu d'organisation, voilà, et de la délégation. Est-ce que c'est quelque chose qui renvoie à une tradition, on va dire, des mouvements populaires dont on peut trouver la trace déjà au XVIIIe ou au XIXe siècle, ou est-ce que ça prend d'abord racine par une absence de reconnaissance dans les dispositifs et les acteurs, les représentants existants? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, justement, à la faveur de cette comme cause structurale d'un engagement intermittent, discret, essentiellement contre. Alors, sur la question là, des étudiants de master, je n'ai pas vu les noms, mais voilà. C'est effectivement, il y a les causes du désengagement il y a celles qu'on a pointées, qui sont propres au mouvement, mais il y a aussi des causes du désengagement. Ça va? Vous m'entendez? Il y a aussi des causes du désengagement qui sont, disons, génériques. Donc ça, vous retrouverez ça dans la littérature. Il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui dure depuis quand même très longtemps. C'est un mouvement où on ne peut pas se reposer dans des locaux. Vous voyez, c'est un mouvement qui n'existe, encore une fois, comme j'ai dit, que dans la rue. Donc c'est pas rien, quoi. Ça veut dire que penser au rythme des saisons, enfin, etc. Et puis tout ça coûte de l'argent. Il est très intéressant, par exemple, lorsqu'on travaille sur, encore une fois, en reprenant l'expression de Quentin Ravelli, des grappes de ronds-points, de mesurer les distances qui séparent les ronds-points les uns des autres, puisque les gens vont d'un rond-point à l'autre et ils se mobilisent, enfin voilà. Donc on se déplace d'un rond-point sur l'autre. Il y a donc il y a des espèces de configurations comme ça qui se constituent, avec éventuellement un moment où ça s'arrête, mais tout ça coûte de l'argent. Le covoiturage a été une énorme affaire du mouvement des Gilets jaunes, qui a d'ailleurs produit des effets mobilisateurs, les gens se rencontrent, etc. Ça oblige à se coordonner. Enfin, il faut voir aussi ça au ras du sol pour comprendre que, effectivement, ça a coûté cher aux gens, en coût pris, en argent dépensé, je ne parle même pas des amendes, et parfois aussi, pas parfois, souvent, on a quand même un phénomène qui a été décrit, qui a été pointé, un phénomène où des personnes en rencontrent d'autres et refont société avec ces autres personnes, c'est-à-dire des personnes qui, non pas qu'elles étaient totalement isolées, anomiques, etc., mais enfin tout de même, qui étaient isolées, relativement isolées en termes de relations de sociabilité, etc., notamment parce qu'enfoncées dans le travail, enfin dans un travail qui épuise. Et donc, si vous voulez, il y a tout ça qui, après 1 an, après 2 ans, ne peut que fatiguer. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis, encore une fois, pas partis fâchés, ils sont partis, c'est ceux qui partent de manière ordinaire, parce qu'ils n'y arrivaient plus. Il y a une véritable, comment dire, pression psychologique aussi qu'on a vu sur les personnes, avec des gens qui craquent, qui font des burn-out militants, bien plus que je n'en ai vu ailleurs. Sinon, dans la lutte contre le sida, peut-être il y a 20 ans. Donc ça, c'est un point très important. Et vous avez raison de souligner qu'en travaillant sur la manière dont les personnes se sont désengagées au cours du temps, si on en a les moyens, on accède quand même à quelque chose d'effectivement très intéressant pour penser le mouvement et ce qui fait que ça peut marcher. Et puis, vous mentionnez aussi dans votre message, dans votre question, la question de la division, la question de la division du mouvement qui, chez vos enquêtés, est ce qui est avancé en premier. On vient de faire de finir une enquête par questionnaire donc, auprès des Gilets jaunes, d'à peu près 3000 personnes, et qui effectivement montre que très largement, les Gilets jaunes aujourd'hui sont persuadés que ce qui a tué le mouvement, c'est principalement les querelles, ça traduit en problème d'ego sur les ronds-points.
Et bien souvent, effectivement, ce sont des querelles d'ego même si elles sont masquées sous des différents idéologies, comme souvent, qui ont présidé en quelque sorte à des départs bruyants, à des scissions, à des querelles très fortes. Il faut voir aussi comment, sur un rond-point, puisqu'il n'y a pas de leadership organisé, comment la prise de parole, même si elle est facilitée, etc., enfin, la prise de parole, la présence, la décision a été plus ou moins ici ou là confisquée. Comment il y a eu des discussions parfois très, très virulentes autour de la circulation d'argent sur les ronds-points aussi, avec des personnes qui ont été qui peut-être se sont un peu servis dans la caisse, etc. C'est très rare, mais il suffit une fois sur un rond-point pour faire éclater le rond-point. Donc, c'est une vraie fragilité à ces mobilisations, évidemment, très forte. Et pour répondre à la question de Frédéric sur finalement d'où vient ce refus de la délégation, etc., je pense, évidemment, ça ne vient pas de la lecture de Rosa Luxembourg, mais d'une certaine manière, ça la rejoint. C'est-à-dire, ou Piven et Cloward sur finalement le fait que dès lors qu'il y a organisation, c'est leur thèse, dès lors qu'il y a organisation d'une lutte, d'un mouvement, eh bien, on tire les gens de la rue vers les salles de réunion. Puis une fois qu'ils sont dans les salles de réunion, ils sont assis, il fait chaud. Et voilà, on commence à collaborer avec le pouvoir. Donc, évidemment, ça ne vient pas de ces sources-là, mais de l'expérience. D'une expérience, mais par corps, de la surdité de tout ce qui est au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus, ce n'est pas seulement les élus avec lesquels on ne parle pas, ou le président de la République, c'est aussi les gens qu'on côtoie dans la rue, dans le quartier, qui, comment dire, il y a un sentiment très très fort et qui sans doute est très subjectif, mais qui sans doute s'ancre dans une réalité, que la faille entre des catégories qui souffrent depuis en tout cas 2006, si j'en crois l'INSEE, qui souffrent, dont la mobilité est arrêtée, dont les conditions d'existence deviennent très difficiles. On ne parle pas de misère, mais de difficultés grandes, c'est-à-dire qu'on passe son temps à compter. Une disjonction donc entre ça et puis les autres. Les autres qui roulent en voiture sans se poser de problème, qui consomment des produits de marque alors qu'il faut consommer des produits génériques, etc. Et ça se voit, c'est tous les jours. C'est dans les commerces, c'est dans la vie quotidienne. Donc tout ça n'incite pas du tout les gilets jaunes du fait de cette expérience par corps, en quelque sorte d'une mise au banc de la société de consommation, voire de la société tout court, n'encourage pas du tout à rejoindre un parti, à essayer de former des associations politiques. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que des gens sont venus draguer les gilets jaunes avant les élections, aux européennes, aux municipales, aux régionales, ma foi, ça s'est traduit par une vraie déception. Parce qu'à chaque fois, la trahison est au bout du chemin. C'est-à-dire que, là où je l'ai vu, bien sûr, je ne sais pas ailleurs, mais véritablement, chaque fois qu'il y a eu des listes qui se sont constituées sur ce mode, des listes citoyennes, etc., il y avait derrière une organisation, il y avait derrière un groupe, souvent des groupes pas très reluisants. Et à partir du moment où on s'en rend compte, évidemment, ça confirme le rejet de tout ça. Et on peut faire l'hypothèse, peut-être, que le fait que le mouvement des Gilets jaunes ne se soit pas organisé, ne se soit pas doté de représentants, n'ait pas joué le jeu de la représentation, a été une des conditions de sa survie. Et sera peut-être la raison de sa mort. Mais en tout cas, une des conditions de sa survie jusqu'à aujourd'hui, qui, encore une fois, est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une vraie exceptionnalité à cela dont il va falloir rendre compte. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication ferme pour ça. Raphaël, Magali, si vous voulez intervenir, sinon il y a d'autres questions, mais au moins sur ce point, quand même, sur la question du rapport à la délégation. Eh bien, écoutez, moi, je veux bien revenir un peu rapidement sur plusieurs questions qui ont été posées. En gros, celle des Gilets jaunes comme révélateur un peu des fractures au sein des milieux populaires. Et ça regroupe plusieurs questions. La question qui avait été soulevée par Nona Meyer autour du lien entre Gilets jaunes et banlieue, où j'aimerais quand même un peu nuancer, typiquement. Parce que c'est vrai, je donne le cadrage, ça a déjà été dit par Magali et par Olivier sous des formes différentes, mais les Gilets jaunes, quand on les commente, on a toujours tendance à vouloir essayer de les faire à tout prix. Et quand on est un intellectuel urbain doté en capital culturel, c'est-à-dire la quasi-totalité des gens, en tout cas, qui ont produit les écrits, on veut à tout prix les faire rentrer dans les petites catégories confortables. Sont-ils de gauche? Sont-ils de droite? Etc., etc. Sont-ils populistes?
Et ça joue en fait sur beaucoup de sous-débats. En fait, typiquement, le débat Gilets jaunes et banlieue, ok, il y a une représentation plus forte dans les territoires excentrés. Là, une première hypothèse qui est peut-être la plus solide de toutes, qui est constatée par toutes les enquêtes menées vraiment sur les territoires où il y a eu des très fortes mobilisations Gilets jaunes. C'est très matérialiste, très à ras du sol. Hein. C'est la question de la voiture. Éloignement au centre, nécessité impérieuse de la voiture, égale Gilets jaunes plus. Plus vous avez besoin de la voiture dans des territoires populaires excentrés, plus vous êtes Gilets jaunes. Premier élément très prosaïque. Pareil, au niveau des soutiens, dans les quartiers populaires, il y a eu des grands ensembles, il y a eu plein de manifestations de soutien aux Gilets jaunes, qu'il n'y a pas aux manifestations des spécialistes du politique, notamment des gauchistes ou bien des syndicats. Il y a eu des artistes rap mainstream qui ont pris position très rapidement pour les Gilets jaunes. Ils ne le font pas en temps normal. L'hymne du mouvement Gilets jaunes a été écrit par un chanteur de R&B, etc., etc., etc. Il y a quand même plein de signaux. Et au début du mouvement, la première de toutes les convergences qu'on a un peu oubliées, c'est celle qui se joue au niveau des lycéens, qui donne lieu aux photos bien connues, et qui est notamment ancrée pour une fois plutôt dans des établissements des territoires populaires. Ce qui relativise. Je dis pas que ça, on peut pas, pour moi, dire les gilets jaunes, c'est des blancs, périphériques et tout, j'ai l'impression que c'est une énorme caricature et qu'il faut encore et toujours qu'il faut encore et toujours la déconstruire. Je vais aller très rapidement là-dessus, mais on pourrait dire la même chose sur la question de la police. Là-dessus, je renverrai, s'il y a quelqu'un qui soulignait la question des relations aux forces de l'ordre, elle était plus complexe. Bien sûr qu'il y a eu une répression très violente dans certains territoires, et en même temps, ça a été beaucoup plus complexe. Dans les territoires ruraux, il y avait des petites, notamment les bourgs que j'ai observés, pendant tout le début du mouvement, novembre-décembre, il y avait des petites formes d'accommodement avec les gendarmes, et y compris parfois des petites circulations d'informations, de collaboration. Il y avait une sympathie pour les Gilets jaunes. Sympathie que retrouve de manière plus systématique notre collègue Marion Guénaud dans son article sur les hommes en bleu, qui montre que la base policière a très fortement soutenu les Gilets jaunes. Et rappelons que les chiffres les plus favorables, entre guillemets, aux Gilets jaunes émanent d'un syndicat policier, d'un gros collectif policier d'opposition minoritaire. Donc là aussi, pourquoi je mets les deux ensemble? Parce qu'il y a tout ce travail de surfracturation. Enfin, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a unifié les classes populaires en mettant sur le côté certains clivages qu'adorent manier les politologues, les petits bourgeois, les doctrinaires des différents blocs politiques. Et du coup, il y a eu tout un travail de bousculement, et il y a tout le temps une tendance à vouloir remettre les Gilets jaunes dans les codes du politique spécialisé. Ça ne veut pas dire que les collègues ne sont pas légitimes à demander est-ce qu'il n'y a pas des rapports de race dans le mouvement, des inégalités, etc. Est-ce qu'en banlieue, c'est pas ça la question. Mais par contre, attention à ne pas retomber sur les routines, à souligner un peu, à se rappeler, je rejoins ce que disait encore une fois Olivier, pas diluer l'exceptionnel du mouvement dans l'ordinaire d'une des prénotions. Et aussi aussi l'exigence éthique de respect, souligné heureusement et à raison par Magali. Je terminerai juste rapidement, parce que là j'ai été un petit peu long, même si je pourrais être très long sur cette question-là aussi. Pourquoi le refus de la délégation, la question de Frédéric? Moi, il y a un élément qui apparaît assez vite de la sociologie des Gilets jaunes dans tous les territoires, qui est assez différente de celle des militants. Fondamentalement, les Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire. C'est la première fois depuis des dizaines d'années. Le mouvement social, c'est plutôt devenu le mouvement sans les ouvriers et les ouvrières, tel qu'on sait, le mouvement social copyright spécialisé, d'autant plus dans ses formes partisanes, instituées, etc. Ce qui, évidemment, se retrouve aussi à droite. Donc, les Gilets jaunes, ils n'aiment pas la délégation parce qu'ils n'aiment pas les porte-paroles, les spécialistes qui dont ils savent qu'ils ne sont pas dans le même monde, pour reprendre. Et il y a un profond bon sens sociologique. Dans le fameux constat, les représentants politiques de tous bords ne vivent pas dans le même monde. Rappelons le constat de base, 50% à peu près d'ouvriers et d'employés dans la population active. À l'Assemblée nationale, un peu moins de 4%. Excusez-moi, j'ai un peu...
Magali, Si ou sur d'autres questions qui ont été points qui ont été soulevés, hein, puisque vous avez aussi accès aux questions, n'hésitez pas, hein, puisqu'on va bientôt devoir conclure. Ça complétera sur la délégation. Nous, dans l'enquête, ce qui était intéressant, c'est que les personnes répondantes, alors il y a peut-être un biais, peut-être ces personnes répondent plus que d'autres à des universitaires ou à des étudiantes, des étudiants, mais on avait aussi parmi ceux qui avaient une expérience militante, 17% qui nous disaient avoir appartenu ou être membre d'un parti, 32% d'un syndicat, ce qui est quand même assez conséquent. On a des taux très élevés de recours à la grève au moins une fois ayant participé à, et puis 38% d'une association. Et ce qui revient souvent dans la bouche, donc quand on leur demandait si les partis avaient la place dans le mouvement, 75%, les trois quarts, non. Les syndicats, 2/3, et peut-être avec beaucoup de oui mais. Et le sentiment qu'on a, c'est ce que disaient Raphaël et Olivier, ce sentiment de la trahison. Et ça, c'est un mot qui revient pour les syndicats, ils nous ont trahis. Alors que ce sont souvent des personnes en déprise avec leur institution partisane ou militante qui ont rejoint les Gilets jaunes et qui, pour eux, ont été dans un moment de réenchantement et qui sont à la recherche d'alternatives, qu'ils ne sont pas capables de voir être relayés dans leur organisation qui s'est bureaucratisée. Et là, j'en reviens à la remarque de Driss Larafi sur cette incapacité des institutions à représenter convenablement les travailleurs, les travailleuses, les citoyennes et les citoyens, mais aussi la cause environnementale. Et là, je reviens aussi sur cette question de l'écologie, c'est que l'écologie telle que la pratique sans parfois le savoir, bon nombre de participants au mouvement est telle qu'il la revendique, ce n'est pas l'écologie des élites qui consiste à taxer un diesel et à exonérer les bateaux de croisière ou le kérosène des avions que prête seulement une élite. Et ça a été énormément dit. En gros, c'est cette question de justice, d'économie morale, elle est centrale, mais elle touche aussi à qui représente, qui porte la cause de l'écologie en France, et donc un décalage très fort entre des impératifs soulignés par les scientifiques et cette écologie. Voilà. Je suis désolée d'avoir été longue. Merci, non, merci beaucoup. Je regarde juste. Alors, il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre, les intervenants directement, demande de précision ou éventuellement des éléments bibliographiques. J'ai l'impression que. Alors, il y avait une question d'Edgar Flores Tiravanti, mais je pense que vous avez quand même répondu. Aurait-il peut-être un lien entre la demande d'écoute, les liens de sociabilité qui s'établissent et l'appel à institutionnaliser les ronds-points comme espace public? Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, et puis ensuite on s'acheminera vers la conclusion. Magali? Juste une expérience aussi qu'on fait avec des Gilets jaunes. On avait organisé pendant les retraites une AG, une conférence ouverte sur qu'apportent les Gilets jaunes à la démocratie. C'était organisé par des Gilets avec des Gilets à la tribune. Moi, j'ai juste réservé la salle et j'étais là. Et ce qui était très intéressant, c'était qu'à cette occasion-là, un projet a été lancé, initié par des Gilets jaunes qui m'ont sollicité pour aller dépouiller les cahiers de doléances. Et ce qui est très intéressant, et j'en dirai pas plus parce qu'on est en train de faire les codages et Iramutech et tout ça, donc on s'approprie aussi des outils avec des Gilets et avec un collègue historien, c'est de voir que certaines doléances recoupent assez bien, finalement, indépendamment de gilet, pas gilet dans les contributions, les demandes du mouvement d'écoute et de meilleure représentation. Donc ça, c'est aussi une manière d'entrer sur le terrain qui est originale et singulière pour moi dans cette enquête, puisque je ne pratique pas ça habituellement. Bien, écoutez, comme je disais, j'ai un peu de mal toujours à lire à la fois les réactions dans le fil de discussion et dans le question-réponse, mais je pense que les intervenants ont regardé, donc j'ai quand même l'impression qu'on a à peu près couvert toutes les questions posées. Si l'un ou l'une
des 80 spectateurs restantes ont une dernière question, écrivez-la vite. Sinon, je vais donner juste peut-être l'occasion à chacun de nos trois invités de conclure. Bon, Olivier a très justement dit que la prospective n'était pas possible, mais peut-être que là, une conclusion, ce qu'on pourrait aborder en conclusion, c'est au fond, qu'est-ce que les Gilets jaunes nous adressent comme message en tant que chercheurs en sciences sociales, c'est un point aussi que Olivier avait commencé à évoquer, c'est-à-dire d'abord, comment saisir effectivement des mouvements comme ça plus sporadiques, on va dire délocalisés, à la fois territorialisés, mais aussi délocalisés, virtuels, et voilà, qu'est-ce que ça nous pose comme défi, et puis surtout, comment aussi pour la science analyser un peu autrement, justement, on a évoqué la notion d'économie morale, hein, travailler autrement vraiment sur les catégories populaires qu'avec des catégories ma foi, assez simpliste. On a évoqué tout à l'heure la question du populisme, la question, bon, voilà, alors les émotions, le peuple est soit en colère, soit il a peur. Bon, voilà, comment sortir de ces schémas et effectivement redonner toute sa densité à ces formes ordinaires, mais humaines, socialement construites, bien sûr, de rapport à l'expression publique, aux visions du monde social, etc. C'est une vaste question, mais voilà, comment vous, voilà, qu'est-ce que ça invite selon vous à faire évoluer de nos pratiques et de nos cadres mentaux, j'allais dire, en sciences politiques en particulier? Alors, je prends la parole, mais pour être très, très rapide, je veux juste dire une chose. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, évidemment. Donc, je laisse toutes les questions aux autres qui sauront y répondre. Non, je voulais insister sur un point que tu as évoqué. Hein, c'est en gros, ce mouvement est un mouvement tout à fait exceptionnel. Et en même temps, comme ça a été dit tout à fait au début par Magali dans son intervention, c'est un mouvement sur lequel on peut travailler avec les instruments, la sociologie politique, etc. Ce n'est pas un mouvement non plus totalement hors cadre. On a donc tous les instruments pour travailler sur ce mouvement. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute laisser tomber tout un ensemble de préjugés ou de shortcuts comme ça, cognitifs que nous avons lorsque nous analysons les choses, notamment sur le rapport des classes populaires aux politiques, voilà, pour aller vite. Encore que le mot classe populaire ici ne recouvre pas exactement ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Mais donc ça, c'est un premier point. Donc on n'est pas à poil. Mais en revanche, j'aimerais insister sur une chose, et c'est une sorte d'appel collectif à la population. Rappelez-vous mai 68. Lorsqu'on a commencé les gens ont commencé à travailler sérieusement sur mai 68, c'était longtemps après, c'était en tout cas une bonne dizaine d'années après. Et rappelez-vous les commémorations successives et puis l'espèce de chape interprétative contre laquelle tous les gens qui ont travaillé sur mai 68 ont dû se battre. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce d'interprétation dominante qui s'est imposée. En gros, ils ont fait la révolution et après ils ont gradé, ils sont devenus des bourgeois, voilà. Donc, et tout ça a pris presque 20 ans pour démonter tout ça, pour revenir à une interprétation nettoyée de tout ça. Alors, l'appel, c'est ça, c'est faisons attention à deux choses. Une, c'est que le mouvement n'étant pas terminé, il y a énormément de matériaux qui circulent partout en France. Il y a une production énorme de textes, d'images, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça va disparaître. Hein. Vous savez que tout ce qui est sur Facebook est voué à disparaître, soit parce que ça tombe dans les tréfonds du web et c'est plus jamais possible de les retrouver, soit parce que c'est tout simplement effacé. Donc, il y a un vrai enjeu, je pense, et un devoir, c'est une manière de notre part, quel que soit notre positionnement par rapport à ce mouvement, de faire en sorte de récupérer le maximum de choses. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je suis plutôt optimiste parce qu'il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de la sociologie des mouvements sociaux en France, on va dire, il me semble que c'est la première fois qu'un mouvement se déclenche, que des gens y vont tout de suite. Il y a quand même pas mal de gens qui sont allés observer, qui ont fait des choses, etc. Les meilleurs papiers qu'on a du début du mouvement, c'est des papiers comme le papier de Raphaël qu'il a mentionné au début, c'est des gens qui étaient là et qui ont vu les choses. Mais il y a aussi une autre particularité qui est tout à fait exceptionnelle, me semble-t-il, c'est que c'est des gens de tous horizons, c'est-à-dire des collègues de tous horizons. Et ça change la donne.
pour moi, c'est une respiration terrible, enfin magnifique, au sens où on a comme l'a dit Magali, on a des géographes qui sont plutôt précieux ici, hein. On a des politistes, on a des sociologues, mais on a aussi des économistes, on a même des philosophes. Et c'est la première fois, des spécialistes en sciences politiques et sociologie, des classes populaires, du vote, enfin, que sais-je. Donc c'est vraiment la première fois en gros, l'objet étudié n'est pas entièrement tenu par des sociologues des mouvements sociaux. On s'en est plaint à un moment, je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que ça veut dire qu'on va avoir une vision beaucoup plus, disons, fractale, enfin kaléidoscopique de ce mouvement. Voilà, moi je voulais conclure là-dessus par un appel à la collecte. Voilà, partout où vous êtes, collectez. Fort important, effectivement, de rappeler ça. Magali Je souscris totalement à cet appel et nous, le souci que j'avais, moi, l'angoisse que j'ai toujours, c'est il est en train de nous échapper. Enfin, comment dire, comme j'ai une formation d'historienne, le premier souci que j'avais, c'était de documenter, de conserver les traces de ce mouvement dont on sait qu'elles vont disparaître. Et ça a été mis dans un post, mais le changement des algorithmes sur les réseaux sociaux, les règles de Facebook ont rendu extrêmement compliqué les remobilisations et la réactivation de certains réseaux via la toile. Et ça, c'est important, les tracts, voilà, toutes ces choses-là qui disparaissent. Les spectacles aussi qui ont été filmés et qu'on a oublié, ces moments extrêmement joyeux d'effervescence dans les ronds-points, dans les rues, mais documentés de manière sécurisée si possible. Attention aux données. Raphaël, un mot de conclusion avant qu'on se quitte. Alors, toute préconisation est toujours une prise de position dans le champ, donc au final, une autolégitimation de sa propre méthode par rapport à celle des collègues, mais du coup, qui a aussi toujours des points aveugles, mais ça, on les met moins en avant. Moi, le petit mot que j'aurais à dire, ça serait sur, on va dire, ce qui reste à explorer des Gilets jaunes. Je pense que, bien sûr, ça a été très important d'aller voir, d'écouter les Gilets jaunes eux-mêmes, d'observer les mobilisations. Mais on est à un stade aussi plus de 2 ans après le début de la mobilisation, 2 ans et demi, etc., où tout ne s'est pas passé sur les ronds-points et où du coup, je pense que c'est aussi intéressant de confronter des groupes plus périphériques, on va dire les réactions d'autres groupes qui étaient moins gilets jaunes ou qui n'ont rapidement plus été gilets jaunes ou même qui étaient anti-gilets jaunes. Par exemple, les militants politiques, les partis politiques et les gilets jaunes. Ça reste un chantier qui a été assez peu traité dans l'ensemble. Je souscris totalement. Merci Raphaël, merci Magali, merci Olivier, merci à tous ceux qui ont participé derrière leur écran à ces échanges très, très riches. Il y a ceux 68 qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Tout ça tous nos échanges pourront être revisionnés autant de fois qu'il est nécessaire puisque tout a été enregistré. Donc le prochain webinaire, j'en profite quand même pour faire de la pub, quoi. Le prochain webinaire de l'Association française de sciences politiques, donc ça veut dire vraiment on essaye de faire une institution régulière, aura lieu le 7 décembre à 17h et portera sur les conséquences qu'on peut tirer de la COP26. Donc sujet aussi quand même très 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 autrement très important. Ce sera Christophe Jaffrelot qui l'animera. Je n'ai pas la liste des invités sous les yeux malheureusement, mais j'espère que vous suivrez aussi attentivement et de façon aussi soutenue ce webinaire. Au revoir à tous et donc à bientôt et merci encore à toutes et à tous.